Donc, au cours de cette formation, vous aurez l'occasion d'en apprendre davantage sur les meilleures stratégies d'études, bien sûr, toutes validées par la science, en lien avec la compétence méthode de travail intellectuelle. Et pour en apprendre davantage, nous avons la chance d'avoir avec nous les deux auteurs du manuel Savoir apprendre pour réussir, Mme Frédérique Escudier et Mme Karine Deban. Donc, je vous laisse au bon soin de nos deux auteurs et on se retrouve par la suite pour une période d'exploration de l'espace RP et la période de questions. Alors, bon atelier à tous. Bonjour à tous. Donc, nous sommes heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour parler des méthodes de travail intellectuel. Donc, d'abord, un petit mot sur nous. Donc, nous sommes toutes les deux, Karine Deban et moi, même Frédérique Escudier, neuropsychologues. C'est-à-dire que notre expertise est le lien entre le fonctionnement du cerveau, d'une part, et les comportements et les performances, d'autre part. Voilà, petit délai pour changer de diapo. Donc, pour compléter notre expertise sur le cerveau, nous avons collaboré avec différents experts. Donc, pour s'assurer de la pertinence du contenu pour vous, professeurs, et donc pour votre enseignement. Nous avons collaboré avec des rédacteurs spécialisés pour rédiger donc, cette section spécifique sur les méthodes de travail intellectuel. Donc, des professeurs d'histoire, de français et des experts en méthodologie. Notre conférence a donc pour objectif de vous présenter les meilleures stratégies d'études en lien avec la nouvelle compétence, appliquer des méthodes de travail intellectuel en sciences humaines, qui va faire son entrée dans le nouveau programme en 2023. Donc, excepté lorsqu'on vous présente la méthodologie qui doit purement respecter des règles, telles que comment formater une bibliographie, par exemple, nous avons voulu présenter dans ce livre-là les méthodes de travail qui ont été validées par la science ou alors qui reposent sur des principes clés du fonctionnement de notre cerveau afin de s'assurer que ce qu'on vous présente soit des méthodes qui soient réellement efficaces pour les étudiants. On va vous présenter aujourd'hui 4 éléments clés de cette nouvelle compétence, soit comment favoriser la compréhension texte, effectuer une recherche documentaire, mieux communiquer oralement et faciliter les travaux d'équipe. Et on va commencer avec favoriser la compréhension de texte. Il va falloir garder en tête là qu'on a une petite heure aujourd'hui pour tout vous présenter. Donc, évidemment, on n'aura pas le temps de présenter tout le contenu du livre. Donc, on va plutôt vous présenter certains points clés pour enseigner ces différentes compétences. Donc, la compréhension de texte. Les recherches en compréhension de texte ont montré que les étudiants qui font preuve de la meilleure compréhension de lecture, ils vont adopter différents comportements, donc différentes stratégies que n'utilisent pas les lecteurs plus faibles. Mais qu'il est tout à fait possible d'enseigner ces stratégies à ces derniers et de voir en conséquence le résultat en compréhension de texte qui va augmenter. Donc, on va essayer ici d'amener tous vos étudiants à adopter ces comportements. Donc, on voit ici que les bons lecteurs, ce sont des lecteurs qui sont actifs et qui adoptent ces comportements tout au long de la lecture. Ils ont tout d'abord des objectifs pour la lecture. Ils ne vont pas lire un texte passivement juste pour le lire. Ils vont avoir certains objectifs précis dont on va voir quelques exemples dans quelques secondes. Ils vont avant tout parcourir préalablement le texte pour repérer les éléments clés. Ils vont lire de façon sélective, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tout lire à un même rythme, mais ils vont passer plus de temps sur ce qui a plus d'importance, ce qui est plus difficile, et survoler un peu plus les informations plus secondaires. Quand ils se trouvent face à une non-compréhension, ils vont faire des efforts, ils vont s'arrêter pour remédier à cette incompréhension. Et ce sont des lecteurs qui vont réfléchir de façon générale, donc ils vont essayer de faire des prédictions, construire du sens, faire des liens, donc vraiment à garder leur cerveau actif tout au long de la lecture, donc pas lire un texte comme il lirait un roman là, sur la plage.
Donc, pour arriver à faire adopter tous ces comportements par vos étudiants, il va falloir passer par une étape qui est de les enseigner de façon explicite, les modéliser, donc les utiliser vous-même durant votre cours, ou alors on peut aussi détailler les consignes pour inclure ces stratégies. Je vais vous donner un exemple. Donc, si vous donnez un chapitre de lire à lire à vos étudiants, au lieu de simplement leur dire, tiens, lisez tel chapitre pour le prochain cours, vous pouvez leur donner des objectifs précis d'apprentissage en lien avec cette lecture, tels que lisez tel chapitre et identifiez telles informations dans ce chapitre, ou faites telle analyse en lien avec ces informations. Ensuite, l'objectif, c'est sûr, va être de les rendre autonomes. Là, on va les tenir par la main pendant un certain temps. Donc, détailler toutes ces stratégies, les expliciter, jusqu'à le but, tout de même, ça va être de pouvoir enlever cette béquille qu'on leur donne, de les rendre autonomes et que ces comportements soient en fait des habitudes puis qu'ils les utilisent de façon inconsciente. Donc, comme stratégie, là, il a été démontré un lien clair en recherche entre le niveau de vocabulaire et la compréhension texte. Donc, les recherches montrent que l'étendue du vocabulaire, mais encore plus la qualité des connaissances de ce vocabulaire est corrélée à la compréhension texte. Donc, on va amener tout d'abord les étudiants à prendre l'habitude d'identifier quels mots ils ne connaissent pas suffisamment bien pour bien comprendre leur texte. Donc, voici comment on peut faire pour leur faire évaluer leur niveau de vocabulaire. Donc, on leur demande de définir le mot en question. Puis, dépendamment de la façon dont ils arrivent à le définir, ils vont pouvoir classifier leur niveau de connaissance du vocabulaire. Donc, s'ils arrivent, ils se disent « Ah oui, je connais ce mot, j'ai déjà entendu », ils arrivent à l'utiliser dans une phrase, donner un exemple. Tout ça, c'est bien, mais ça reste une connaissance de faible qualité. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va peut-être le confondre, ce mot-là, avec des mots qui, dans le même lexique, des mots qui lui sont reliés. Et on ne va pas arriver à donner une définition générale et claire. Donc ça, qu'on arrive à donner ce type de définition, donc le type de définition qu'on trouve dans le dictionnaire, donc ça va être une définition de haute qualité. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va être capable d'être plus précis, de pouvoir expliquer comment ce mot va se distinguer d'autres mots qui lui sont connexes. Donc là, les étudiants, ils vont avoir tendance à un peu surestimer leur niveau de vocabulaire, fait que ça peut être intéressant de leur faire se rendre compte de certaines incompréhensions qu'ils ont sur leur vocabulaire. Parce que souvent, on va avoir l'impression qu'un mot familier, un mot qu'on a souvent entendu, est un mot qu'on connaît bien, ce qui n'est pas forcément le cas. Un petit exemple ici avec le mot industrie. Donc, on a un sentiment de grande familiarité, on entend très fréquemment ce mot-là, mais est-ce qu'on est capable de définir qu'est-ce que ça veut dire le mot industrialisation, pardon. Donc, vous pouvez faire l'exercice avec eux pour voir où se situe leur niveau de vocabulaire et faire en fait l'exercice de façon régulière en classe. Donc, demandez aux étudiants de vous donner la définition de mots que vous utilisez, des mots-clés là, de vos cours pour les aider à s'apercevoir de leur niveau et leur faire prendre l'habitude de ce nouveau comportement. Ensuite, il va falloir les amener à faire l'effort d'aller chercher donc, la connaissance manquante. On peut s'y prendre de deux façons. Ça va être soit de les faire s'exercer à essayer de deviner le mot en analysant le mot, en analysant le contexte, c'est-à-dire la phrase, le texte dans lequel il est, pour aller deviner la connaissance du mot, soit tout simplement, on prend un dictionnaire, on prend quelques secondes pour prendre un dictionnaire et lire et apprendre la définition du mot. Ensuite, il faut que l'étudiant soit capable d'identifier les passages mal compris des textes. Donc, là, on va un petit peu en fait le même concept que le vocabulaire. Il faut d'abord qu'il soit donc capable de voir où c'est que ça coince. Donc,
vocabulaire, on essaie de définir le mot. Ici, on va essayer d'expliquer ce qu'on vient de lire. Donc, d'expliquer comme si on voulait l'enseigner à quelqu'un d'autre, soit un ami, soit même, en fait, à un enfant, pour pouvoir essayer de l'expliquer dans des mots simples, en utilisant donc ses propres mots et pas en utilisant les mots qu'on vient juste de lire et donc en faisant du par cœur, qui ne montre aucunement la compréhension. Donc, il faut vraiment voir la preuve de l'intégration des connaissances. Donc, on force l'étudiant à reformuler ce qu'il vient de lire avec ses propres mots pour lui faire tester sa compréhension. Et donc, il n'est pas capable de faire cet exercice-là. Donc, ça lui permet d'identifier quel passage il a mal compris et en conséquence, d'aller chercher l'information manquante, d'aller faire des lectures supplémentaires, d'aller vous consulter, etc. Pour les textes scientifiques, on a une stratégie qui est spécifique. Donc, les textes scientifiques, il y a de la littérature là-dessus en recherche parce que c'est les textes qui posent le plus de problèmes aux étudiants pour la compréhension. Il y a différentes stratégies qui ont été testées. Puis, celle qui s'est montrée le plus efficace, c'était d'amener les étudiants à se poser la question « Pourquoi est-ce vrai ?» au fur et à mesure de leur lecture. Donc, ça les force à donner une explication, donc démontrer leur compréhension. Encore une fois, ça leur permet d'identifier leur incompréhension. Vous avez donc un petit exemple ici sur l'image. Ensuite, on va donc essayer d'amener les étudiants à comprendre le contenu complexe, implicite. Ici, on l'amène à se poser une série de questions. Donc, on leur suggère de faire des pauses régulières dans leur lecture pour se poser des questions, pour aller dégager davantage d'informations du texte. Ça leur permet donc de générer de l'information et d'accéder aux informations implicites du texte, donc celles qui sont le plus difficiles à accéder, et que les lecteurs les plus faibles ont de la difficulté à atteindre donc, ce niveau-là. Donc, par exemple, donc, quelle information générale le texte véhicule-t-il? Quel est l'objectif, le message, l'intention de l'auteur? Donc, ce sont des choses que les bons lecteurs vont, des questions qui vont se poser de façon un peu automatique, mais que les lecteurs plus faibles, ils vont nécessiter qu'on leur enseigne explicitement ces questions-là. Pour faciliter la compréhension, mais aussi la mémorisation du texte, on va leur apprendre aussi à schématiser le contenu, à le résumer, à dégager les informations clés et à savoir les mettre ensemble. Donc, on vous a mis ici deux exemples différents de comment schématiser, une avec un petit diagramme et l'autre sous forme d'image avec des liens logiques. Il existe des stratégies supplémentaires pour bien comprendre un texte. Donc, par exemple, il est recommandé de parcourir un texte. Donc, avant de commencer la lecture active, donc ça permet de bien cerner l'objectif qui vise, d'avoir une vision globale de son contenu pour préparer la lecture. Ça permet aussi d'aider la mémorisation parce que l'étudiant va voir une sorte de carte mentale du texte avant de commencer à la lire. Donc, il repère les titres, les sous-titres, toutes les informations en fait, qui ressortent visuellement. Et ça lui permet au fur et à mesure qu'il lit d'aller ranger l'information dans les petites boîtes de sa carte mentale du texte qu'il a créé. Donc, ça lui demande moins de travail au fur et à mesure de la lecture parce qu'il a créé de façon préalable cette carte mentale. Ensuite, il va falloir annoter un texte au cours de la lecture. Donc, il y a plusieurs types d'annotations possibles. Une annotation sur le travail qu'il va falloir faire sur ce texte pour aller chercher une compréhension plus approfondie, donc identifier les passages complexes, qui est mal compris, le vocabulaire, les idées. On peut aussi avoir une annotation pour faire ressortir la structure du texte, les idées principales, secondaires, les exemples, les arguments de l'auteur pour faciliter la compréhension. Et aussi, on peut mettre en valeur le contenu donc à mémoriser, les idées à retenir pour la leçon. Voilà pour la compréhension de texte. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus?
Donc, passer à la seconde section qui est donc effectuer une recherche documentaire. Donc, pour la recherche documentaire, on va d'abord enseigner aux étudiants à identifier les éléments clés de leur recherche. Pour y arriver, on va apprendre à l'étudiante à ne pas se contenter d'avoir un thème de recherche, là, ce qu'ils font souvent, mais d'essayer vraiment de formuler leur recherche sous une forme d'une question précise de recherche qui va inclure 3 éléments. Premier élément, c'est la population. Deuxième élément, la variable ou la cause étudiée. Et troisièmement, la conséquence ou le problème étudié. Un petit exemple, donc, quel est l'effet de la diète des athlètes sur leur performance sportive? Donc, on vous a mis ici donc, les éléments dans les 3 variables sur la première ligne. Et on apprend ensuite aux étudiants à générer les mots-clés de leur recherche en générant les synonymes dans chacune des variables qu'ils ont identifiées. Donc, leur population, les athlètes, quel autre mot existe-t-il pour désigner ce même terme? Afin que, peu importe ce que l'auteur aura choisi comme mot, ils puissent tout de même trouver que leur résultat inclut les résultats pertinents. Donc, ensuite, on va leur apprendre les connecteurs, par exemple, donc les et, tout simplement les et, les ou, de mettre des ou entre leurs synonymes et des et entre les variables. Donc, athlète ou sportif et diète ou alimentation ou nutrition et performance. Donc, ça évite aux étudiants de faire des recherches une fois en utilisant un mot-clé, une fois en utilisant un mot-clé, et puis souvent de s'y perdre un peu dans les recherches qui ont été effectuées. Je saute ici la partie sur la sélection de la recherche, la partie de la recherche dans la bibliothèque sur Internet. Par manque de temps, j'ai présenté comment évaluer la fiabilité des sources, la fiabilité des informations et donc des sources. Donc, on va ici outiller les étudiants et leur apprendre à se poser des questions sur 3 composantes clés des informations recueillies pour juger la fiabilité. La source de la publication, l'auteur de l'article et le contenu qui est présenté. Je vais vous présenter ici donc l'évaluation de la qualité du contenu. On veut ici aider les étudiants à raisonner. Donc, le raisonnement, c'est quelque chose qui est très, très difficile d'enseigner. Il y a eu différentes recherches qui ont été faites là-dessus. Et elles ont montré que lorsqu'on tente d'enseigner les règles de raisonnement abstraites, des règles générales de raisonnement, de façon concrète, on a peu de résultats. Ça marche peu. Les étudiants ont beaucoup de difficultés à les transférer de façon concrète dans des tâches. Par contre, il est plus facile de leur enseigner à raisonner dans des domaines spécifiques en étant en fait plus concret, donc en leur donnant des questions concrètes qui vont pouvoir guider leur raisonnement. Donc, on va pouvoir faire ça ici, leur enseigner les questions à se poser, également les éléments à prendre en compte dans leur jugement pour réfléchir à ces questions. Donc, je vous présente ici comment aider l'étudiant à évaluer la fiabilité du contenu. Donc, on va l'amener à évaluer 4 éléments du contenu. On l'amène d'abord à réfléchir à l'objectif de l'auteur en lui faisant poser certaines questions. Ensuite, une fois qu'il a identifié l'objectif de l'auteur, on guide l'étudiant sur comment analyser le texte de façon critique en fonction de cette information-là. Par exemple, si on a identifié que l'objectif de l'auteur est de convaincre, c'est-à-dire de défendre une idée, de la contester, on doit tenir compte lors de notre lecture que les arguments peuvent être biaisés, qui peuvent être teintés par l'opinion de l'auteur, par sa volonté de convaincre. Et donc, il faudra porter une attention particulière à l'évaluation de la qualité de ces arguments, plus que sur un autre type de texte. Donc, quand on passe à l'évaluation de la qualité des arguments, encore une fois, on aide l'étudiant dans son processus de raisonnement en le faisant passer à travers une série de questions.
tels que est-ce qu'il s'agit d'anecdotes, est-ce que les arguments d'auteur, c'est des anecdotes, des exemples de situations uniques, ou alors est-ce qu'ils sont représentatifs d'une situation générale? Est-ce qu'ils mentionnent vraiment des faits? Si oui, d'où proviennent ces faits? Est-ce que la source est citée? Est-ce que l'autorité est reconnue? Donc, on passe à travers ces questions-là. Et on continue. Est-ce que pour la validation du contenu, on l'amène à voir, tiens, est-ce que je peux évaluer avec d'autres informations que je connais? Est-ce que le contenu est corroboré par d'autres? Est-ce que les données sont actuelles? Donc, est-ce que quelle est l'année de publication du document? Quelles sont les années des sources qui sont citées? Donc, on l'amène comme ça à raisonner en le guidant avec une longue série de questions sur toutes les variables pour la fiabilité du document. C'est ça pour cette question sur la recherche documentaire. Donc, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Karen Debat. Merci, Frédéric. J'espère qu'on m'entend. Donc, parfait, merci. On va y aller avec communiquer oralement. Comme disait Frédéric, dans le temps qu'on a, j'ai pigé quelques stratégies du livre qui sont en lien avec les méthodes de travail intellectuel, en lien avec la compétence. Donc, je vais parler un peu du contenu de présentation orale, de la présentation et de gestion de stress. Naturellement, c'est particulier de présenter des stratégies en lien avec les communications orales quand je suis en train d'en faire une. Naturellement, on fait de notre mieux et le but, c'est surtout de vous partager les connaissances qu'on a acquises pendant l'écriture du livre. Donc, pour ce qui est du contenu, l'objectif, c'est que l'étudiant soit capable d'exprimer ses idées. Cet aspect-là, je vais l'aborder seulement brièvement parce qu'on a un chapitre aussi dans la rédaction de texte qui a été écrit par Simon Bourgoin-Castonguay, qui est un professeur de français. Et donc, pour tout ce qui est de la structure des idées, je pense que souvent, les professeurs, vous êtes mieux outillés que la neuropsychologue, mais je voulais quand même vous partager certaines choses qui étaient que lorsqu'on aborde un argumentaire, okay, on donne la suggestion là, de donner ses idées, de donner des arguments et de donner des exemples qui sont concrets. Parce que notre mémoire et nos connaissances de façon générale, la façon dont nos connaissances sont établies dans notre cerveau, c'est beaucoup des liens entre des concepts. Plus un concept a des liens, plus on va être capable de l'apprendre et de le comprendre, de le retenir. Donc, quand on apporte une idée, il faut que les liens soient clairs avec l'idée et il faut que les exemples aussi soient en lien avec l'idée. Donc, dans cette façon-là de s'exprimer, l'étudiant a plus de chances d'être clair dans ses concepts. Donc, la clé, c'est d'avoir une connexion entre les idées et juste vous partager. Mon garçon, il était revenu avec une stratégie Oreo de la part de son professeur. Je ne sais pas du tout si c'est connu, mais il m'a dit que c'était l'opinion, après ça, la raison, après ça, l'exemple et l'opinion. Et je trouvais que ça reflétait quand même bien l'idée de s'assurer d'avoir des liens entre les éléments qu'on apporte. C'est-à-dire qu'on a la raison, on a un exemple et puis on revient sur l'opinion. L'autre objectif que je voulais regarder, parce qu'au-delà de s'exprimer, ce qu'on pense moins quand on se concentre sur le contenu, c'est que l'objectif, en fait, c'est quand même de passer un message et donc de se faire comprendre. Et même si c'est sous-entendu, ce qui faut garder à l'esprit, c'est que pour se faire comprendre, il faut connaître son audience et il faut savoir c'est quoi qu'on veut apporter à notre audience. Donc, dans les différentes caractéristiques, dans les recherches qui ont montré une présentation efficace, c'est souvent quand il y a une bonne connexion entre le présentateur et l'audience. Et pour ça, il faut que le présentateur sache qu'est-ce qu'il veut amener aux étudiants. Donc, de se demander qu'est-ce que je veux que le groupe retire de ma présentation? Avec quoi est-ce que je veux qu'il reparte? C'est quoi le bénéfice que je peux apporter avec ma présentation? Donc, de se poser ces questions-là, ça doit guider la structure qu'il va apporter à sa présentation orale.
Par rapport maintenant à la présentation plutôt que le contenu, bon, on parle souvent de la qualité du support visuel et les habiletés du présentateur. Le support visuel, les études depuis longtemps là, ont montré que c'était plus efficace une présentation orale qui a du support visuel. Par contre, depuis les dernières décennies, on comprend que maintenant, ça peut prendre toute une ampleur, les présentations, en fait, le support visuel. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que contrairement à parfois ce qu'on fait ou peut-être ce qu'on pense, le support visuel, ça doit servir à l'audience. Ça ne sert pas au présentateur. Ce n'est donc pas un support visuel pour m'aider moi dans ma présentation si on vise une présentation orale qui est efficace, mais ça doit être un support visuel qui permet à l'audience de mieux comprendre ou de vivre une expérience plus agréable, bref, à travers la présentation orale. Donc, ce qu'il faut savoir pour trouver de quelle façon, ou en tout cas de quelle ampleur va être mon support visuel, c'est que lorsqu'on écoute quelqu'un et lorsqu'on lit de l'information, même si écouter et lire, ça peut utiliser des régions du cerveau qui sont séparées, ils utilisent quand même des systèmes qui se superposent parce que c'est tous les deux c'est de l'information verbale. Donc, si j'écoute quelqu'un et que je lis, même si c'est le même thème, même si c'est le même sujet, si les structures de phrases sont différentes, si ce n'est pas tout à fait les mêmes mots, vous l'avez sûrement déjà remarqué en présentation, ça va nécessiter plus d'énergie, plus d'attention pour l'audience. Et quand ça requiert plus d'attention, on a plus de chances de le perdre aussi. Donc, c'est moins agréable comme expérience. Un exemple qui nous a été donné par David Boutin, professeur d'histoire. J'y vais un peu rapidement pour que vous compreniez le concept. Les causes de la Révolution française, c'est sûr que c'est un peu exagéré, c'est un texte complet, mais il a cette belle image, lui, qu'il utilise pour montrer que le peuple était un peu... il devait porter sur ses épaules le clergé et le prélat, donc disons les nobles et le prélat. Voyons, oui, c'est ça, le prélat. Moi, je connais moins ces termes-là. Visiblement, moi, l'image m'aurait été utile. Mais il raconte donc une histoire à l'aide de cette image-là. Et lorsqu'on raconte une histoire avec une image, c'est beaucoup plus facile à intégrer comme information que des concepts comme justement clergé, prélat, qui sont nommés verbalement sans lien particulier entre les concepts. Je veux dire, il y a des liens, mais disons que c'est tous des liens qui sont verbaux, alors que là, ils sont accompagnés d'une image qui nous permet de faire un symbole, d'utiliser des analogies, c'est un peu le même principe aussi, ça favorise l'intégration. Donc, en somme, c'est de s'assurer d'avoir une présentation qui est facile à lire, dont l'image et les diagrammes sont pertinents et qui favorise, le but, c'est que ça favorise la compréhension du lecteur, de l'audience, pardon. Pour ce qui est des habiletés du présentateur, naturellement, il y a le contenu, il faut que ce soit clair, là, mais l'intonation et l'expression faciale, parfois, on a en tête qu'il faut s'exprimer lentement et bien articulé quand on parle. Par contre, quand on parle lentement, en fait, comme je viens de le faire, parfois, ça peut nécessiter plus d'attention de la part de l'audience pour ne pas décrocher puis garder le fil. Donc, l'important, c'est plutôt de faire des pauses au bon endroit. Donc, souvent, il est suggéré de faire des pauses après des concepts clés ou après des phrases qui sont plus complexes. Le but, c'est de permettre à notre auditoire de traiter l'information. Donc, il y a des choses qui prennent plus de temps à cerner. Si c'est des concepts qui sont plus abstraits, par exemple. Donc, dans ces temps-là, c'est bien de prendre des pauses, mais ce n'est pas nécessairement d'avoir un discours qui est ralenti. Donc, l'expression faciale, la posture, pour ça, c'est souvent recommandé de garder en tête l'objectif, comme je le mets au départ, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux communiquer, et plus l'intérêt va transparaître de la part du présentateur, plus l'aspect de la posture et de l'expression faciale ne sera pas nécessairement quelque chose de difficile à réfléchir. Là. Une présentation devant le public est la forme de communication orale la plus redoutée, selon certains sondages. Ce n'est pas juste à travers les étudiants, c'est aussi de façon grand public. Et donc,
si l'objectif, c'est d'avoir une communication orale qui est efficace, ben, il faut aussi être capable de gérer son stress parce que si on est moins stressé, ben, on est plus en mesure d'avoir un certain recul pour garder en tête nos idées tout en pouvant porter attention aux gens qui vont être devant nous. Donc, pour permettre une interaction efficace, on a la stratégie de respiration diaphragmatique. Donc, c'est celle que j'ai choisie pour aujourd'hui, mais ce n'est pas nécessairement qu'elle est plus efficace que les autres. C'est juste qu'elle est très simple à expliquer. Il y en a d'autres dans le livre et ils se valent, mais disons qu'avec cette respiration-là par le ventre, donc on inspire et le ventre gonfle. Et quand on expire, le ventre revient. Donc, ce mouvement-là du diaphragme, ça active le système parasympathique et ça fait en sorte que ça inhibe automatiquement le système qui s'occupe de la sécrétion des hormones de stress. Donc, je ne sais pas si ça, c'était trop plusieurs thématiques ensemble, mais disons que c'est des systèmes antagonistes. Donc, quand on respire par le ventre, ça inhibe physiologiquement la sécrétion des hormones de stress. Donc, c'est une bonne stratégie sur l'immédiat. Mais sinon, l'autre chose qui est très importante puis qui aura plus d'impact pour cet aspect-là spécifique qui est des présentations orales, c'est de savoir que, bon, ben, le stress, quand c'est nouveau, c'est imprévisible, ça va générer du stress. Et quand on s'expose, donc on se pratique devant un parent, il y a des étudiants qui font ça devant leur chien, devant le miroir. Le but, c'est de se familiariser, tant avec le contenu qu'avec le fait de présenter debout devant quelqu'un, avec les mots qu'on va utiliser, avec notre support visuel. Plus on se familiarise, plus ça va diminuer la réaction de stress inhérente, là, qui est normale, en fait, en situation de présentation orale. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions pour la présentation orale ou si je passe tout de suite aux travaux d'équipe. Sinon, on pourra prendre les questions à la fin parce que je n'en vois pas dans le chat. Donc, pour les travaux d'équipe, cette fois-ci, donc, dans la majorité des études proviennent de la littérature sur l'entrepreneuriat, la gestion. Donc, on parle de stratégie pour l'étudiant. J'en ai pigé encore quelques-unes. C'est sûr que je ne sais pas exactement, moi, d'où vous partez comme professeur. Donc, je serais curieuse à la fin dans vos questions aussi, savoir ce que vous utilisez déjà ou pas. Mais ce qu'on sait, qui est une clé, disons, pour des travaux d'équipe qui sont efficaces et qui sont réussis, c'est la confiance que les coéquipiers vont avoir les uns envers les autres, l'écoute mutuelle. Et donc, on donne plusieurs stratégies de base là, pour une communication harmonieuse dans les travaux d'équipe. Donc, établir des attentes, de nommer ses insatisfactions avant que ça devienne des conflits. Souvent en disant les choses avec le « je », on l'a appris nous aussi hein, comme adultes. Hein, donc, j'ai l'impression que ça favorise une ouverture. On montre que c'est une opinion et non pas un fait. Donc, il y a place à la discussion. Et de cette façon-là aussi, si on est ouvert, on peut mieux comprendre la perspective de l'autre. Parce qu'il y a toujours deux côtés dans une interaction. Il y a notre perception et il y a sa perception. Et justement, quand il y a une interaction et qu'il y a des conflits dans les membres des équipes, on a tendance à réagir, puis ben, il ne fait pas sa part, il ne collabore pas, il ne travaille pas, il est toujours en retard. Donc, on a des réactions, mais ce qu'on propose, c'est de plutôt à trouver une réponse à la situation plutôt que de réagir. C'est normal de réagir jusqu'à un certain point, mais il y a David Boutin, qui est un professeur d'histoire aussi, qui nous a donné des exemples plus concrets associés aux stratégies qu'on proposait, associés aux connaissances théoriques, et lui pose la question, c'est quoi la responsabilité du groupe par rapport au problème? Là? Quelle est, oui, la personne qui ne fait pas sa part dans l'équipe, elle a sa responsabilité, mais est-ce que l'équipe a vérifié s'il avait besoin d'aide? Est-ce que l'équipe a fait ce qu'il fallait pour l'intégrer? Donc, de questionner l'étudiant et de l'encourager à se poser des questions et à poser des questions aux autres membres là, pour favoriser l'harmonie dans l'équipe et la résolution de problèmes. Les autres stratégies qu'on propose, c'est des rôles et des outils. Parce que ça a été démontré comme favorisant des travaux d'équipe qui sont plus efficaces. Donc, je ne pourrais pas parcourir les rôles en détail, mais c'est de savoir qu'il y a des défis qui sont propres à chacun des rôles, donc secrétaire, animateur, etc. Et on nomme donc le rôle de chacun avec des stratégies associées.
Et les outils, le même principe, un ordre du jour, des comptes rendus. L'objectif, ce n'est pas d'alourdir la tâche de l'étudiant ou d'alourdir le travail d'équipe, mais c'est de savoir que ça peut permettre d'éviter la perte de temps, d'éviter la diffusion de responsabilités, c'est-à-dire que moi, je pensais que tu l'avais noté, moi aussi, je pensais que tu l'avais noté, puis là, on ne s'en souvient plus. Quand c'est clair, c'est le rôle de qui, ça évite ce genre de problème-là, donc ça diminue les chances de conflit. Et juste un petit exemple d'un compte rendu qu'on présente. Naturellement, c'est des guides, hein? Mais l'information factuelle sur qui a été présent, le sujet, les commentaires et les suites à donner. L'important, c'est que les sujets, c'est un peu ce qu'il y a à l'ordre du jour. Les commentaires, c'est notre discussion. Et la suite à donner, le responsable, cette colonne-là, ça nous assure de prendre une décision ou une conclusion par rapport au sujet qui est abordé, donc de s'assurer que la discussion se termine et d'utiliser un outil comme ça, c'est sûr que, je vous donne l'exemple un peu plus complet, là, donc les sujets, les commentaires et qui sera responsable de quoi. C'est sûr qu'à la prochaine rencontre, on n'a plus tout le raisonnement à se rappeler. Il est déjà écrit. Donc, c'est un support pour notre mémoire et ça fait en sorte aussi qu'on repart plus frais et plus facilement lors de la prochaine rencontre. Donc, ça, c'était surtout des stratégies, naturellement, dans lesquelles vous pouvez guider l'étudiant. Et étant donné que là, ici, vous êtes des professeurs, dans le sens où le livre s'adresse aux étudiants, mais il y a aussi dans la littérature des choses qui sont spécifiques à vous, c'est-à-dire que plus les objectifs sont clairs et bien définis, plus les travaux d'équipe vont bien se passer. Il y en a qui suggèrent aussi de faire un temps de travail en classe. Donc, bien qu'on comprend, en fait, que l'article soulève là, que c'est un sacrifice pour le professeur de laisser du temps de travail de groupe pendant son temps de classe, ça permet par contre une rétroaction qui est très bénéfique pour l'étudiant dans son apprentissage sur les rôles de chacun, justement quand on parlait d'animateur, secrétaire, etc., surtout en début de travail pour s'assurer qu'on comprend bien les dynamiques de groupe. Et l'autre chose qui sortait, c'était les évaluations par les pairs. Donc, certains étudiants certaines études nommaient que les étudiants avaient une attitude plus positive par rapport aux travaux d'équipe s'ils savaient que l'évaluation par les pairs là, allait être tenue en compte de façon plus officielle dans leur note finale. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a abordé aujourd'hui, c'est-à-dire lire, comprendre, rechercher l'information, travailler en équipe. Mais naturellement, on a juste choisi certaines stratégies dans chacun des chapitres. Puis par rapport aux méthodes de travail intellectuel, il y a d'autres sections aussi, là, donc prendre les notes, rédiger des textes, étudier, réussir les examens, concevoir des tableaux et présenter des normes auxquelles, justement, comme disait Frédéric, d'autres professionnels là, du milieu de l'éducation ont contribué. Donc, je vais céder la parole à Mélanie qui pourra poursuivre sur l'espace RP. Parfait, merci beaucoup. C'est possible d'avoir l'autre diapo, s'il vous plaît, la suivante. Donc, on a ici les coups de cœur. Donc, je vais vous amener, moi, dans l'espace ERP. Donc, ce que vous allez retrouver, l'offre numérique, donc des exemples de l'espace ERP. Alors, des outils numériques pratiques. Vous allez avoir des outils, un outil sur l'évaluation de la fiabilité des sources, une liste d'abréviations, beaucoup de gabarits de documents Word, des gabarits de PowerPoint aussi, donc, et des ressources multimédia aussi. Donc, je vais, moi, vous partager mon écran. Je vais vous amener dans l'espace ERP. Voyons. Ça ne sera pas très long. J'essaie de partager. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ça fonctionne? Parfait. Alors, je me retrouve dans mon espace ERP, dans ma bibliothèque. Je vais aller sélectionner mon manuel Savoir apprendre pour réussir.
Donc, je me retrouve dans l'espace ERPI, dans mon manuel ici. Alors, si je clique, donc à gauche, vous avez les onglets avec les différentes parties que vous allez retrouver. Et vous avez toujours une description aussi là, de ce que vous retrouvez à l'intérieur de l'espace ERPI pour l'étudiant et pour l'enseignant. Donc, ce que vous allez retrouver pour l'étudiant, donc la version numérique du manuel, des questions quiz, des ressources vidéo, des liens vers des applications et des tutoriels, des documents complémentaires. Tout ça va être accessible pour l'étudiant et bien sûr pour l'enseignant. Mais de plus, l'enseignant va retrouver aussi des questions d'évaluation et des grilles d'évaluation aussi. Donc, alors les différentes parties à gauche que vous avez, donc la partie 1, apprendre à apprendre, c'est vraiment les sections que vous allez retrouver aussi du manuel. Donc, la partie 1, apprendre à apprendre. La partie 2, des méthodes de travail intellectuel efficaces. La partie 3, un cerveau sain dans un corps sain. Vous avez aussi les applications utiles, les tutoriels de logiciels, le matériel pour les professeurs et le manuel, les liminaires et les pages de fin. Je vais vous emmener dans la partie 2, puisqu'au fond, c'est la partie là, que vous avez, qu'on a le plus regardé pour la formation de ce midi. Alors, dans la partie 2, la façon c'est structuré, donc pour chacune des parties, vous avez le manuel comme tel, numérique. Donc, avec la page d'ouverture de la partie, bien schématisée, donc que l'étudiant voit en un coup d'œil les méthodes de travail intellectuel là, qui vont être vues à l'intérieur de la partie. Et bien sûr, les pages suivantes, c'est vraiment les pages du manuel comme tel de la version papier. Par la suite, des questions quiz, donc les questions quiz que l'étudiant va retrouver. Alors, qui prennent différentes formes. Vous avez ici un vrai ou faux. Un vrai ou faux ici aussi. Ici, l'étudiant doit choisir la bonne réponse, donc pour compléter la phrase. Et ce qui est vraiment agréable, c'est que s'il fait le choix donc, de sa réponse et qu'il se corrige, donc c'est vraiment, c'est interactif, là, donc c'est rétro, il y a une rétroaction. Donc, si l'étudiant choisit la bonne réponse ou la mauvaise, ici, j'ai choisi la bonne réponse, donc il va avoir donc pourquoi c'est la bonne réponse, mais si c'est la mauvaise, donc il y a aussi là, la rétroaction directement. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et ça dit à l'étudiant, bien, que ce soit la bonne ou la mauvaise, va relire la section 2.2 pour en apprendre davantage sur le pourquoi de la bonne ou de la mauvaise réponse. Et vous avez les questions d'évaluation. Alors ici, il y a un P, c'est que c'est des questions que l'étudiant ne verra pas. Donc, c'est vraiment destiné à l'enseignant. Alors, si vous cliquez ici, donc, vous avez les questions d'évaluation, même genre de questions, des vrais ou faux. L'étudiant va devoir choisir la bonne réponse ici. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'est 26 questions là, que l'étudiant aura à répondre. Mais encore là, vous allez pouvoir avoir le choix là, de les rendre disponibles à vos étudiants au complet ou en partie. Voilà. Donc, si on va faire un petit tour dans les applications utiles. Je vais rapidement. Là, donc, au fond, c'est des liens qui amènent l'étudiant, comme par exemple ici, le Time Timer. Donc, ça va amener l'étudiant vraiment vers la page là, du Time Timer pour en apprendre davantage là, sur cet outil-là. Je viens de réaliser que j'ai oublié d'aller faire un tour dans les documents.
Donc, je m'excuse, je retourne en arrière. Dans la partie 2, les méthodes de travail, vous avez des documents aussi qui sont disponibles, je m'excuse, à l'étudiant. Alors, chaque document est relié. Donc, ici, 2.1, prendre des notes. Donc, c'est relié au 2.1 de la partie 2. Alors, ici, on voit un tableau d'abréviation et de symboles pour l'étudiant, donc pour une prise de notes efficace. Et l'étudiant, s'il veut, va pouvoir venir en faire l'impression pour l'avoir à portée de main. Ensuite, si on va voir un autre document, un autre exemple rapidement, vous avez lire et comprendre, donc qui est en lien avec le 2.2 et avec le 2.7, rédiger des textes. C'est un document Word qui va s'ouvrir. Et vous avez vraiment un gabarit de fiches de lecture que l'étudiant va pouvoir utiliser là, pour, voilà, donc un compte-rendu de lecture. Voilà. Alors, ici, c'est les documents. Et on a ici le multimédia qui amène ici l'élève donc vers un lien diapason. Donc, qui va mettre à sa disposition des capsules, des tutoriels vidéo. Les tutoriels de logiciels, donc, je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, plusieurs tutoriels qui vont amener encore là l'étudiant vers un site où il va pouvoir avoir un tutoriel sur le Word, Excel, PowerPoint. Donc, toutes les vraiment les applications au niveau des tutoriels de logiciels. Et vous avez le matériel pour les enseignants. Voilà. Alors, ça fait un tour d'horizon rapide, et donc je voulais vraiment vous y amener pour que vous puissiez voir là, toutes les possibilités que la plateforme Espace RP peut vous donner. Je vais arrêter le partage d'écran. Voyons. Je m'excuse, je ne suis pas capable de l'enlever. OK, bon, voilà. OK. Alors, est-ce que, Karine, vous pouvez remettre la diapositive de l'espace RP? Non, c'est pas grave. Écoutez, l'espace RP, là, est-ce que c'est possible d'avoir la précédente? Ah, bon, c'est l'offre numérique. Bon, c'est correct. Bon, au fond, l'espace RP, c'est vraiment les coups de cœur des étudiants, des enseignants lorsqu'ils travaillent sur l'espace RP. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, une expérience intégrée, c'est que vous pouvez avoir l'espace RP, bien sûr, sur différents outils technologiques, donc tablettes, cellulaires, ordinateurs, un cours à votre image parce que vous allez pouvoir vraiment l'adapter de la façon dont vous voulez. Vous allez pouvoir y intégrer vos propres exercices, des textes que vous aimez, vous allez pouvoir les intégrer, personnaliser la structure, télécharger vos propres documents, changer aussi l'organisation dans laquelle vous voulez donner votre cours. Donc, c'est vraiment un cours qui va être à votre image. Hors connexion, c'est que ça vous permet à vous et à vos étudiants d'avoir accès via l'application Espace RP, donc avec ou sans connexion Internet. Tout à un seul endroit, c'est que vous allez avoir maintenant tous vos documents à l'intérieur de votre espace RP. Donc, vous aurez pu aller chercher vos textes et ils vont être directement intégrés là, dans votre espace à vous.
Et facile d'utilisation, oui, parce que c'est très facile d'utilisation, mais aussi parce qu'on a une très belle équipe là, qui peut vous accompagner lorsque vous avez des difficultés et une équipe de délégués pédagogiques aussi qui est là pour vous venir en aide. Donc, si on revient, oui, à la dernière, parfait, merci Karen. Donc, l'offre, au fond, c'est la version imprimée et numérique. Donc, à 25,95 vous avez le manuel papier et le manuel numérique. Manuel numérique, là, donc tout ce que vous avez au niveau de la plateforme, les exercices et le manuel. Bien sûr, disponible aussi sur l'application Espace RP en mode hors ligne. Et vous avez aussi la version manuelle seulement numérique à 20,95 et c'est un accès 12 mois. Donc, voilà. Alors, ça fait le tour de l'atelier et de la présentation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever directement la main, l'écrire dans le chat si vous êtes plus à l'aise de cette façon-là. Je sais que ça a pu passer vite quand même pour 4 thèmes différents là, sur comprendre. En même temps, la compétence elle va au-delà de ça. Mais on a essayé de choisir certaines stratégies peut-être qui pourraient soit être plus utiles ou peut-être que vous aviez moins chance de connaître déjà. Donc, n'hésitez pas, là, peu importe la question sur l'utilisation avec RP, vu que l'équipe est là aussi. Donc, je ne vois pas de main levée. Je pense que M. Belzile a une question. Oui, M. Belzile. Vous pouvez ouvrir votre micro. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour. Moi, ce n'est pas directement par rapport au livre, mais on parle du travail d'équipe, entre autres dans le livre. Puis vous avez souligné qu'effectivement, ça peut être intéressant quand on veut apprendre à distribuer les rôles, secrétaires, bon, tout ça, là. Ça, je trouve ça intéressant de pratiquer ça en classe, effectivement. Mais là, j'ai une question qui est un peu plus large que ça par rapport aux fameux exercices formatifs en équipe, en classe. C'est que j'ai fini par les abandonner parce que j'avais toujours le même sacré problème quand je les mettais en équipe à travailler sur quelque chose. J'avais toujours mes plus forts qui, eux autres, embarquaient tout de suite, donc rédigeaient, sortaient, présentaient donc leurs conclusions. Et j'avais toujours les plus faibles qui, eux autres, quand je me promenais en classe, disaient « Toi, qu'est-ce que tu fais là, présentement? » « Ah, je suis d'accord avec elle. Là. » « Oui, mais tu es d'accord sur quoi? » « Bien, sur ce qu'elle vient d'écrire. Là. »« OK, c'est quoi qu'elle vient d'écrire? Là? » « Ben, sur Rome, là, elle vient d'écrire. »« OK, mais vous parliez de quoi? Là? » Et là, ils venaient exaspérés que je les confronte face à leur non-participation. Et naturellement, c'était formatif, donc il n'y a pas de point. Est-ce que vous voyez des solutions à ces travaux, à ces mises en contexte-là en équipe? Dans le fond, si on fait ça, là, moi, si je fais ça, c'est pas pour mes forts. Là. Mes forts, je sais qu'ils vont être capables de résoudre ces choses-là. C'est pour mes faibles, et mes faibles, c'est eux qui n'embarquent pas. Alors, est-ce que vous avez des solutions là-dessus? Ben, c'est une bonne question. Pour des solutions concrètes, je vous avoue que les autres professeurs peuvent avoir peut-être de bonnes stratégies aussi, là, mais avec ce que vous dites, à quoi ça m'a fait penser que j'avais lu. Bon, déjà, j'imagine, est-ce que c'est vous qui faites les équipes, c'est ça? Puis, est-ce que oui. En ce moment, les rôles de secrétaire, animateur, est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe ou pas? Non, ça, on n'embarque pas nécessairement là-dedans à chaque fois. Okay. Des fois, c'est tout simplement, on se divise, vous travaillez sur tel texte. C'est que même pour les forts, là, ce qu'il disait dans le travail d'équipe, c'est que ça reflète vraiment la situation professionnelle et donc il y a des habiletés, des compétences, en fait, qu'on développe qui vont être nécessaires dans le futur en profession. Puis, dans le marché du travail, il y en a aussi qui sont plus faibles et qui doivent quand même collaborer, puis qu'on doit aussi, avec qui on va falloir qu'on collabore. Donc, les deux vont avoir à apprendre l'un de l'autre. Donc, non pas nécessairement pour performer sur le plan du contenu et de la qualité du travail, mais pour les compétences qu'on développe dans les travaux d'équipe et qui vont être nécessaires plus tard là, sur le marché du travail. Et pour les rôles,
moi, je vous avoue que même au travail, là, on est supposé, je pense, se les mettre et puis on ne se les attribuait pas. Et depuis la rédaction du livre, on s'en est quand même attribué au moins 2, c'est-à-dire pour moi, là, personnellement, celui de secrétaire et de gardien du temps. Mais je dois dire qu'animateur, on est des collègues proches, donc on est capable de se gérer. Mais pour les étudiants, je pense que ça peut être très pertinent de leur demander de se nommer un rôle. Et le fait que ce soit écrit, que ce qui est attendu du gardien du temps, c'est que vous devez rappeler à l'ordre le groupe quand il y a des blagues ou que ça divague. Donc, vu que c'est nommé, bien, on peut se sentir comme étudiant un peu plus légitimé d'interagir de cette façon-là parce que c'est écrit, bien là, c'est ça qu'on attend de moi. Puis, à la limite, vous pouvez aussi renforcer ça parce que l'animateur, pour revenir à votre exemple, il doit s'assurer aussi de la participation de tous dans le groupe. Donc, s'il y en a qui sont plus timides, qui ne participent pas ou peut-être qui sont un peu plus faibles, bien, c'est son rôle à l'animateur de les intégrer à l'équipe. Et je trouve que, en fait, ça fait du sens avec le fait que si on veut développer des habiletés de travaux d'équipe efficaces et développer ses compétences de travaux d'équipe, de leadership, en quelque sorte, bien, le plus fort, son rôle, ce n'est pas seulement d'écrire le contenu, mais c'est aussi d'assurer un certain leadership peut-être et de s'assurer de partager ses connaissances et d'intégrer les autres. Mais j'ai l'impression que l'attribution des rôles, ça pourrait être une bonne solution. Merci, Karen. Est-ce que je peux compléter là? Je trouve qu'effectivement, il y a 2 types de problèmes. Là. Il y a donc les rôles duquel tu viens de parler, mais il y a aussi le problème en fait plus du contenu, des tâches concrètes que doivent faire les étudiants pour réaliser le travail, où là, ça peut être inéquitable et que, on n'a pas présenté aujourd'hui, mais dans la première section là, de cette partie-là sur le travail d'équipe, on va encourager les étudiants à planifier, à décortiquer le travail. Donc, on va leur dire, OK, vous avez tel travail à faire, qu'est-ce que ça implique? Notez toutes les étapes à faire, évaluer aussi la quantité de travail demandé pour chaque étape, évaluer les sous-étapes s'il y a des étapes trop grosses et ensuite diviser la charge de travail de façon équitable entre tout le monde, donc identifier une personne par section de travail pour s'assurer justement que les plus forts, ceux qui prennent plus d'initiative, n'aient pas toute la charge du travail pour réaliser le projet. Fait on l'aborde aussi dans notre section 1 sur apprendre à apprendre pour les fonctions exécutives, donc arriver à planifier les choses vraiment de façon concrète et de ne pas avoir seulement un objectif final, là, qui est la réalisation du travail, mais aller de façon concrète, prendre le temps de planifier pour identifier les sous-étapes. Et donc là, dans le travail en équipe, ça va nous aider pour les diviser de façon équitable entre tous. Merci. Alors, il y avait une autre question de la part de Mme Joanne Courte. Alors, vous pouvez y aller, Mme Courte. Oui, en fait, c'était juste pour donner un point de vue, c'est que pour avoir travaillé avec les étudiants en équipe pour des projets en IPMSH et en démarche d'intégration en sciences humaines, des cours où il y a vraiment des gros projets. Alors, ce que j'ai mis en place, c'est une espèce de contrat en début de projet. Alors, les étudiants doivent s'entendre non seulement sur des rôles, mais sur des temps de rencontre, etc. Mais j'avoue, lorsque je leur demande de choisir un leader parmi eux, il y a certains groupes où ils sont incapables de le faire parce qu'ils disent on veut se partager cette tâche-là ensemble. Puis, il n'y a personne qui veut adopter le rôle de secrétaire ou de gardien du temps parce qu'ils disent on va s'organiser avec tout ça. Bon, cela étant dit, ça va, je dis, vous vous organisez en conséquence. Mais l'autre chose ce qui les surprend, c'est, je leur dis, c'est quoi votre objectif avec le travail? Est-ce que vous voulez tous avoir la même note? On a eu des équipes où il y a des étudiants qui seraient très satisfaits avec 75 et l'autre avec 95. Je dis, là, il va falloir que vous discutez entre vous. Est-ce que vous avez les mêmes attentes pour ce travail? Et si c'est le cas, est-ce que vous êtes en mesure de fournir tout le travail nécessaire pour arriver à cette note-là? Et la dernière chose, c'est qu'est-ce que vous faites s'il y a une situation de conflit? Alors, c'est vraiment leur demander de ne pas attendre. Je ne veux pas que vous soyez en réaction, donc soyez proactifs. Alors, tout l'aspect de travail d'équipe
on a l'impression que les étudiants vont savoir comment s'organiser entre eux et ce n'est pas du tout le cas. Alors, dans ces cours-là, j'ai réalisé qu'il faut vraiment les prendre en main et leur fournir ensuite des gabarits ou une espèce voyons, quels sont les objectifs à toutes les semaines? Donc, leur donner déjà avant, puis de ne pas penser qu'ils vont savoir comment le faire parce qu'ils n'ont pas juste ces cours-là, ils ont d'autres cours également et ça devient un petit peu, sont débordés. Alors, je pense que pour leur sauver un petit peu de temps puis pour les encadrer davantage, c'est tout simplement leur fournir des objectifs qu'ils doivent atteindre à toutes les semaines. Puis moi, j'ai trouvé que mes étudiants trouvaient ça plus sécurisant d'avoir cette espèce d'encadrement. Mais merci beaucoup. Je pense que ça va aider avec la prochaine étape de ce cours-là. Merci à vous. Merci. C'est gentil. Je serais quand même curieuse de savoir. Votre façon de les prendre en main, c'est donc de les guider en demandant des objectifs précis à chaque semaine pour s'assurer qu'ils avancent, si je comprends bien, c'est ça? C'est bien ça. Et des fois, ils ont des travaux à remettre qui seront évalués. Donc, j'en fais de la correction. Et d'autres fois, c'est juste un formatif où je donne des commentaires. Alors, disons qu'il n'y a pas de carotte quand il y a juste des commentaires, qu'il n'y a pas de notes, mais c'est ça, les objectifs les obligent à faire du travail. Mm-hmm. Parce que ce que vous disiez au début, le contrat, ça me fait penser aussi, comme disait Frédéric au début, on a les étapes du travail et attribuer les rôles et adopter des règles de bonne conduite. Donc, bonne communication et des règles de répartition équitable du travail. Donc, on a certaines règles que, dans le fond, les étudiants devraient prendre connaissance. Donc, ça fait partie de ce qu'on suggère aussi. Et pour les rôles, ce que j'ai lu aussi dans ce que certains font, en fait, c'est qu'ils changent leur tour pour personne peut être secrétaire ou gardien du temps ou animateur. Bien, ils peuvent changer leur tour, puis c'est à la limite même recommandé dans le sens où on développe des habiletés différentes quand on est gardien du temps versus quand on est animateur versus. Si c'est comme ça que ça fonctionne, c'est peut-être plus facile là, de tolérer le fait que, bon, aujourd'hui, je suis secrétaire, mais la prochaine fois, je le serai pas. C'était une des petites choses. Puis par rapport à la note, 95 versus 75 que vous disiez, dans les attentes, quand on disait de la communication, les attentes, c'est quelque chose qu'on suggère de discuter au début. Et dans l'apprentissage, il y a aussi l'aspect de faire des compromis, c'est-à-dire que ça va faire partie de la résolution de problèmes aussi ou des conflits à résoudre, mais c'est attendu que dans les travaux d'équipe, il va y avoir des compromis à faire. Donc, c'est intéressant. C'est des bons apprentissages. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ça fait le tour. Donc, écoutez, je veux remercier nos deux auteurs d'avoir été avec nous, donc Frédéric et Karen. Merci beaucoup. Ce fut très enrichissant.